Les commandants russes se croyaient en sécurité. Ils sont en train d'être déchiquetés. 40 miles derrière la ligne de front, les F-16 et Mirage 2 de l'Ukraine, des milliers viennent de tout changer. Armés de bombes françaises, armement air-sol modulaire Hammer, ils éliminent les postes de commandement russes avec une précision mortelle. Moscou est impuissant face à cette campagne d'assassinats aériens, qui dépasse le simple soutien depuis les airs. Et personne ne pensait que l'Ukraine y arriverait aussi vite. Alors, qu'est-ce que ces bombes intelligentes ? Les pilotes ukrainiens réalisent des missions jugées impossibles auparavant, tandis que les officiers russes tentent de se mettre en sécurité. Décortiquons cela, 50 ASIM est un guide de précision. Système de munitions développé par le contractant de défense français Safran Electronics et Defense, connu sous le nom de Le Marteau. Ces armes représentent certaines des munitions air-sol, les plus sophistiquées actuellement déployées dans les environnements de combat à travers le monde. 50 ASIM est techniquement seulement un kit de guidage qui transforme les bombes standards en armes guidées de précision. Le système se compose de 3 composants principaux. Un kit de guidage monté sur le nez, un kit d'extension de portée monté à l'arrière avec des ailes déployables, et un corps central qui abrite les systèmes électroniques de l'arme. La redoutabilité de l'ASIM réside dans sa conception modulaire de guidage. Toutes les variantes sont équipées de Global Positioning System, Inertial Navigation System, pour une capacité par tous les temps, tandis que des versions spécifiques ajoutent soit un guidage infrarouge pour une précision accrue, soit un guidage laser pour engager des cibles en mouvement. Cette architecture flexible garantit une précision dans pratiquement toutes les conditions de combat, de jour comme de nuit, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. 50 ASIM se caractérise par une erreur circulaire probable, qui mesure la précision de l'arme, de moins d'1 mètre, ce qui signifie que la moitié de toutes les bombes larguées atterriront à moins d'1 mètre de la cible prévue. Les statistiques révèlent son potentiel destructeur. 50 ASIM a une portée opérationnelle allant jusqu'à 40 miles lorsque larguée d'une haute altitude, permettant aux combattants ukrainiens de lancer depuis une distance dépassant la portée de la plupart des défenses aériennes russes. Les bombes peuvent être équipées pour transporter entre 250 et 1000 kg d'explosifs, permettant d'ajuster le rendement selon les paramètres opérationnels. Peut-être plus important encore, la ASIM dispose d'une capacité de tir et d'oubli. Une fois programmée et libérée, la bombe se dirige elle-même vers la cible, permettant à l'avion lanceur de se désengager immédiatement et d'échapper à d'éventuelles menaces. L'efficacité de l'ASIM en Ukraine découle de plusieurs facteurs clés. Premièrement, la portée de mise à distance empêche les avions ukrainiens d'entrer dans la zone d'engagement de la plupart des défenses aériennes russes. Deuxièmement, sa précision minimise les dommages collatéraux, tout en maximisant l'effet sur la cible. Troisièmement, sa nature modulaire lui permet d'être adaptée à plusieurs types d'avions. Et quatrièmement, sa guidage autonome réduit la charge de travail du pilote pendant les phases critiques des missions de combat. Pour les forces russes, accoutumées à une relative sécurité à l'arrière, ces armes introduisent un changement de paradigme. Les postes de commandement, autrefois opérant en impunité, doivent désormais se déplacer constamment ou risquer des frappes de précision à des distances auparavant considérées sûres. Comment l'Ukraine a-t-elle réussi cette remarquable transformation de ses capacités aériennes ? Lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle en 2022, l'armée de l'air ukrainienne était principalement composée d'avions de l'air soviétique Mikoyan, 29 fighters, Sukhoi, 27 fighters et Su-25 avions d'attaque. Bien que ces plateformes, ont été améliorées au fil des ans, elles manquaient des avioniques toutes sophistiquées et des capacités d'intégration d'armes de leurs homologues occidentaux. L'intégration des munitions de précision occidentales dans les systèmes d'intelligence et de surveillance de l'OTAN a débuté de manière progressive. D'abord est venue l'adaptation des plateformes soviétiques existantes de l'Ukraine pour transporter des armes occidentales. Les techniciens ukrainiens ont adapté avec succès diverses munitions occidentales à leurs avions d'époque, grâce à des efforts d'ingénierie résolus. Malgré les défis techniques majeurs pour marier les plateformes orientales avec l'ordonnance occidentale, le Su-25, l'avion d'attaque au sol de l'Ukraine, a été l'un des premiers modifiés pour utiliser des armes à guidage de précision. Bien que non conçus pour cela, les ingénieurs ukrainiens ont développé des solutions improvisées offrant des capacités basiques de frappe de précision. La flotte de Mikoyan 29 de l'Ukraine a suivi avec des modifications plus étendues, permettant à ses chasseurs de transporter et de déployer une gamme plus large de munitions occidentales.
Ces adaptations, bien qu'impressionnantes, étaient toujours confrontées à des limitations fondamentales, imposées par les paramètres de conception d'origine de l'avion et l'architecture vieillissante de l'avionique. La percée décisive est survenue lorsque la France a décidé de donner des Mirage 2000 à l'Ukraine. Le Mirage, équipé de bombes améliorées par Assam, d'un système de contrôle de tir avancé et d'une architecture entièrement numérique, a offert à l'Ukraine l'une de ses premières plateformes de frappe de précision moderne. De plus, la France aurait livré environ 50 kits Assam par mois depuis janvier 2024. De plus, dès début 2025, le tant attendu F-16S est arrivé en plus grand nombre. Le F-6 est un autre avion de chasse qui peut intégrer plus facilement les munitions ASA grâce à son design et à son avionique plus moderne. Bien que les premières discussions sur les transferts de F-16 aient commencé dès 2023, plusieurs obstacles ont retardé les plans. La logistique complexe de la préparation des avions, la formation des pilotes et du personnel de maintenance, et l'établissement de l'infrastructure de soutien requise. Compte tenu des menaces nucléaires croissantes de la Russie, l'Ukraine devrait-elle recevoir des F-16 ? Les F-16 ont donc commencé à voler seulement en août 2024. Mais après que les premiers avions ont montré des promesses, et que les menaces russes se sont avérées vides. L'Ukraine aurait reçu entre 85 et 91 F-16 de divers pays donateurs, principalement les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique et la Norvège. Ces avions représentent plusieurs variantes et mises à niveau du F-16, allant des anciens modèles Block 15 aux versions Block 50-52 plus sophistiquées. Le progrès est remarquable par la rapidité d'adaptation des pilotes et équipes au sol de l'Ukraine à ces nouveaux systèmes. Les pilotes, formés sur des avions soviétiques, aux philosophies de conception et aux procédures d'exploitation fondamentalement différentes, ont réussi à passer aux chasseurs occidentaux. La reconversion des nouveaux avions a pris des mois plutôt que des années, mais ont-ils vraiment eu un impact si important sur l'état de la guerre ? D'un côté, les avantages de l'intégration des F-16 dans l'arsenal de l'Ukraine sont considérables. Premièrement, ces avions offrent une survie nettement améliorée par rapport aux chasseurs de l'ère soviétique de l'Ukraine. La suite de guerre électronique, la furtivité radar et la manœuvrabilité supérieure du F-16 améliorent sa survie en espace aérien contesté. Deuxièmement, les capacités de frappe de précision des deux pays dépassent de loin ce qui était auparavant possible. Grâce à des nacelles de ciblage avancées et des armes occidentales parfaitement intégrées, les F-16S peuvent larguer des munitions avec une précision de l'ordre du mètre, réduisant nettement les dommages collatéraux, tout en accroissant l'efficacité. Troisièmement, l'impact psychologique est non négligeable. La présence de combattants occidentaux dans le ciel ukrainien envoie par ça un message puissant sur le soutien international continu, tout en affectant simultanément le moral russe. Quatrièmement, les capacités multirôles du F-16 permettent à l'Ukraine de répondre à plusieurs exigences de mission avec une seule plateforme, de la défense aérienne à l'attaque au sol en passant par la suppression des défenses ennemies. Cependant, l'intégration des avions dans la stratégie militaire de l'Ukraine présente encore quelques défis. Les F-16S donnés sont des anciens modèles qui étaient en cours de retrait des forces aériennes d'origine. De nombreux avions ont accumulé beaucoup d'heures de vol, ce qui augmente les besoins de maintenance et peut réduire leur fiabilité au combat. Cette seconde vie pour les vieux avions implique que l'Ukraine utilise des appareils qui, bien que meilleurs que leur inventaire précédent, restent en retrait par rapport aux chasseurs russes les plus avancés. Les F-16S livrés à l'Ukraine manquent généralement des capacités avancées des modèles Block 7 1072. Malgré les améliorations apportées aux avions avant leur transfert, comme le suggèrent certains rapports, l'état réel de leur base pourrait réduire leur durée de vie utile. Pour l'instant, la priorité des avions ukrainiens est simplement de survivre d'une année à l'autre. L'Ukraine espère obtenir une durée de vie d'au moins 5 ans, au lieu de 25. La logistique pose un autre défi majeur. Le passage des avions soviétiques aux avions occidentaux requiert la mise en place de nouvelles chaînes d'approvisionnement pour les pièces détachées, créer de nouvelles installations de maintenance et former le personnel sur des plateformes inconnues, tout en maintenant les opérations de combat. Plus critique encore, l'Ukraine manque de pilotes. Bien que les avions puissent être livrés assez rapidement, la formation de pilotes qualifiés pour le F-16 prend des années. L'Ukraine a dû prioriser la conversion de ses meilleurs pilotes vers des avions occidentaux, créant de possibles lacunes d'expérience dans sa flotte soviétique restante. Malgré cela, la fréquence pure et simple avec laquelle l'Ukraine envoie sa flotte nouvellement trouvée pointe vers le fait simple que le pays dépend totalement de tout type d'avantages technologiques ou même de parité pour survivre à la guerre. Selon l'armée ukrainienne, cela est peut-être mieux illustré par la façon dont l'Ukraine a commencé à cibler les défenses anti-aériennes modernes de la Russie.
Environ 50 systèmes de défense aérienne S-300 et S-400 ont été détruits ou gravement endommagés depuis janvier, une part importante des capacités anti-aériennes russes en 2025. Le S-400, avec une portée effective de 248,5 miles, empêchait les combattants ukrainiens de pénétrer l'espace aérien russe ou de mener des missions défensives près de la frontière Ukraine-Russie ou du front du Donbass. Ces succès découlent d'une campagne coordonnée utilisant plusieurs systèmes d'armes. Les missiles anti-radiation, High Speed, Anti-Radiation, missiles fournis par les États-Unis et intégrés à la fois dans les F-16 et les Mikoyan 29, adaptés, ont systématiquement ciblé les systèmes radars de la Russie, créant des lacunes temporaires dans la couverture. L'artillerie de précision, notamment les missiles High Mobility Artillery Rocket System et ATAK-IMS, a ciblé des sites de défense aérienne fixes identifiés grâce au renseignement par signaux et à la reconnaissance satellite. Les forces d'opération spéciales ont mené des opérations de sabotage contre les sites de défense aérienne dans les territoires occupés, parfois en pénétrant des dizaines de kilomètres derrière les lignes russes. Les plateformes de guerre électroniques ont cartographié les réseaux de défense aérienne russes en analysant leurs émissions, identifiant les lacunes de couverture. De plus, l'Ukraine a systématiquement ciblé les dépôts de munitions russes avec une efficacité sans précédent. Selon les analyses de renseignements open source, au moins 4 des 7 principaux dépôts de munitions russes ont été détruits, limitant sévèrement la capacité de la Russie à maintenir des opérations d'artillerie de haute intensité. La dernière perte russe est survenue dans la région de Vladimir, à moins de 80 km de Moscou. Avec le dépôt contenant possiblement plus de 100 000 tonnes de munitions, ces dépôts étaient responsables du stockage et du transfert de missiles pour les véhicules blindés et les systèmes anti-aériens. Sans eux, les modernes S-400 sont essentiellement des systèmes radars glorifiés, ne comptant sur des munitions à courte portée que comme dernier effort de défense contre les avions ukrainiens. Ces efforts combinés ont créé un environnement où les avions ukrainiens peuvent opérer avec une plus grande liberté qu'à n'importe quel autre moment du conflit. L'Ukraine n'est pas le seul pays en guerre à utiliser des bombes planantes, un système qui est en train de remodeler la guerre aérienne durant le conflit. Ces armes, des bombes conventionnelles équipées de kits d'ailes pour étendre leur portée, sont devenues la munition de choix pour les forces russes et ukrainiennes. Les forces russes ont commencé à utiliser des bombes FAB 500 MIL-62, équipées de modules universels de glissement et de correction. Au début de 2023, ces adaptations relativement rudimentaires ont transformé les bombes non guidées de l'époque soviétique en armes de distance, avec des portées dépassant 30 miles. Malgré leur précision limitée, ces armes ont été utilisées dans des bombardements dévastateurs contre les villes ukrainiennes et les positions de première ligne. Les statistiques sont sobres. Selon les rapports, les forces russes largueraient entre 100 et 150 bombes planantes chaque jour sur le front, avec des concentrations particulièrement lourdes dans les régions de Donetsk et de Kharkiv. Bien que la précision individuelle reste médiocre, le volume pur crée une destruction significative. La réponse de l'Ukraine a été qualitativement différente. Les forces ukrainiennes ont misé sur la précision plutôt que sur le volume de la Russie. L'introduction des armes de précision occidentales comme l'ASAM a permis à l'Ukraine de mener des frappes chirurgicales contre des cibles de grande valeur au lieu de bombardements de zones. Cette différence reflète des contraintes de capacité et des divergences philosophiques. L'Ukraine manque de la capacité industrielle russe pour produire massivement des bombes planantes, mais possède une meilleure intelligence de ciblage et des systèmes de guidage plus précis. En même temps que les bombes planantes, les drones ont poursuivi leur évolution rapide. Les drones de reconnaissance ont évolué en un écosystème complexe de plateformes. Vus à la première personne, les drones kamikazes sont maintenant une arme anti-blindage clé pour les deux camps, avec des milliers utilisés chaque jour sur le front. Ces systèmes, souvent assemblés à partir de composants commerciaux, coûtant moins de 1000 $, ont détruit du matériel valant des millions. Les munitions stationnaires, comme le RAM-2 domestique ukrainien et les systèmes fournis par l'Occident, ont créé une nouvelle catégorie de menaces qui brouille la ligne entre drones et missiles. Ces systèmes peuvent rôder pendant des heures au-dessus des zones cibles potentielles avant de frapper, créant une pression psychologique sur les forces russes, qui ne savent jamais quand une attaque pourrait survenir. La guerre anti-drone est donc devenue un focus principal pour les deux côtés. La Russie déploie d'importants moyens de guerre électroniques pour brouiller les signaux de contrôle des drones, tandis que l'Ukraine a développé des capacités de navigation autonome de plus en plus sophistiquées pour contrer ces mesures.
L'intégration de ces différentes capacités aériennes, avions de chasse, munitions de précision et divers systèmes de drones a créé un environnement de menaces multicouches sans précédent dans la guerre moderne. Le ciel ukrainien est devenu un laboratoire pour les futurs concepts de combat aérien, avec des leçons qui influenceront la doctrine militaire pour les décennies à venir. Cependant, cette guerre spécifique pourrait être de courte durée. Selon l'analyse de Medusa du budget de la Russie pour 2025, les dépenses militaires représentent désormais plus de 40% des dépenses totales du gouvernement. Plus que la santé et l'éducation réunies. Soulevant de sérieuses questions sur la durée pendant laquelle le pays peut maintenir ce niveau de militarisation, sans faire s'effondrer d'autres secteurs vitaux. Cette allocation massive reflète des changements profonds dans l'économie russe. La production industrielle a été largement réorientée vers les exigences militaires. Les usines civiles ont été reconverties pour la production militaire, le gouvernement russe utilisant d'anciens plans soviétiques pour prioriser la défense. Les marchés du travail montrent l'impact de ce changement. Les entreprises de défense offrant des salaires 30 à 40% au-dessus des taux du marché pour attirer les travailleurs. Selon les rapports, environ 3,5 millions de Russes travaillent directement dans le complexe militaro-industriel du pays, sur un total estimé à 10 millions de personnes dans la production industrielle. L'allocation des matières premières est de plus en plus contrôlée par les autorités centrales, les métaux stratégiques et les produits chimiques étant prioritaires pour les applications militaires plutôt que pour les usages civils. Cela a engendré des pénuries de biens de consommation, tout en assurant la continuité de la production de défense. Les conséquences économiques pour la Russie ont été majeures. L'inflation officielle est de 10%, bien que les économistes indépendants estiment que le chiffre réel est plus proche de 20%. La disponibilité des biens de consommation a considérablement baissé, les importations étant restreintes par les sanctions et la production intérieure étant réaffectée à la défense. Malgré ces défis, l'économie de guerre russe s'est montrée plus résiliente qu'anticipée par de nombreux analystes occidentaux. D'une part, les hauts prix de l'énergie jusqu'en 2023 ont apporté des revenus importants, avant que les sanctions n'affectent significativement les volumes d'exportation. La Russie a évité les sanctions occidentales en redirigeant ses exportations de pétrole et de gaz vers la Chine et l'Inde, ce dernier étant devenu son principal partenaire commercial. Pire encore, la Russie a accepté la régression économique comme prix pour continuer sa guerre. En sacrifiant le développement économique futur pour la capacité militaire actuelle, le gouvernement russe a créé une économie de guerre durable, bien qu'elle ressemble de plus en plus au modèle soviétique tardif stagnant. Que réserve l'avenir avec ces nouvelles capacités mises en œuvre, surtout si la flotte aérienne ukrainienne obtient plus de liberté de mouvement et d'opération? L'incursion récente de l'Ukraine à Belgorod en Russie s'inspire des enseignements tirés de l'opération de Koursk en 2024. Contrairement à l'offensive précédente, qui privilégiait les gains territoriaux pour stresser positivement l'OTAN sous Biden, l'opération actuelle semble axée sur la perturbation de la logistique et du commandement russe. Selon les analystes militaires, l'Ukraine a déployé du personnel dans une offensive ciblée qui ne pénètre que quelques kilomètres en territoire russe à des points spécifiques. Ces forces sont composées principalement d'infanterie mécanisée, soutenues par de l'artillerie et des drones, avec un appui aérien, fournissant des frappes de précision contre des cibles de grande valeur. Cette opération est significative de par sa coordination avec la campagne aérienne en évolution de l'Ukraine. Tandis que les forces terrestres immobilisent car les défenses russes, les F-16 et autres plateformes mènent des frappes de précision sur les centres de commandement et de logistique, soutenant les opérations russes dans la région de Kharkiv et le front. Donc plutôt que de chercher à tenir le territoire comme à Koursk, la stratégie de l'Ukraine est encore plus complexe. Premièrement, la Russie a dû rediriger des ressources des offensives sur le front pour défendre son territoire. En fait, la Russie a essayé de transférer des troupes de Koursk à Belgorod presque immédiatement en réponse à l'incursion. Cependant, des frappes de précision vitale ont perturbé ces efforts, coupant les principales lignes d'approvisionnement et dispersant les unités russes le long du front. Bien qu'il soit prématuré d'affirmer que l'Ukraine domine la région, leurs tactiques ont clairement déstabilisé les défenses russes, obligeant Moscou à répondre par un mélange de manœuvres d'infanterie et de frappes aériennes, et de missiles de haute intensité pour contenir la brèche. Deuxièmement, l'Ukraine a prouvé qu'elle pouvait envahir la Russie à 2 reprises en 2 ans. Cela aura un impact psychologique important sur la société russe, en montrant la capacité de l'Ukraine à franchir les frontières russes, malgré les affirmations de Moscou sur la sécurité territoriale. Cela pourrait obliger le commandement militaire russe à reconsidérer ses efforts et à essayer de nouvelles stratégies. C'est quelque chose avec lequel la doctrine militaire russe a eu de grandes difficultés par le passé, laissant l'armée ouverte à commettre plus d'erreurs dont l'Ukraine peut tirer profit,
Troisièmement, les frappes exploitent une asymétrie fondamentale du conflit en faveur de l'Ukraine. L'Ukraine est autorisée à attaquer les sites russes de production d'armes et de munitions à longue portée, un droit non réciproque pour la Russie. Les armes étant viennent principalement des pays de l'OTAN. De plus, sous la présidence de Donald Trump, l'administration américaine a fait pression sur l'Ukraine et la Russie pour trouver une solution diplomatique au conflit. Le fait que l'Ukraine contrôle des territoires russes lui donne plus de poids lors des négociations. À l'avenir, l'Ukraine mise sur l'affaiblissement systématique des capacités russes à mener des opérations de haute intensité, plutôt que sur des gains territoriaux spectaculaires. L'incursion à Belgorod n'est qu'un moyen pour atteindre une fin, et sera probablement mineure comparée à l'invasion de Koursk l'an dernier. Cette approche reconnaît les avantages numériques de la Russie, notamment la taille de ses troupes terrestres et ses capacités logistiques. En revanche, l'Ukraine a prouvé qu'elle peut maintenir et développer les systèmes de précision plus avancés de l'OTAN, la doctrine militaire adaptative, fiabilité des capacités émergentes des drones, en particulier des drones vus à la première personne à faible coût, qu'elle produit en grande partie indépendamment, et une meilleure cohésion des troupes au niveau de commandement les plus bas. Peut-être l'aspect le plus important de la guerre en Ukraine est le soutien écrasant que l'Europe a fourni. L'invasion a servi de signal d'alarme à de nombreux pays européens, qui ont depuis juré de transformer pratiquement leurs armées et de moderniser leurs complexes industriels militaires. La Russie s'est avérée être un partenaire géopolitique involontaire pour le continent, et certains analystes militaires suggèrent une potentielle guerre OTAN-Russie dans la décennie. L'Ukraine profitera à court terme de l'obtention des anciens équipements de l'OTAN, pendant que l'Alliance produit des pièces plus modernes. Toutefois, l'OTAN considère aussi l'Ukraine comme un investissement sur le long terme. Plusieurs pays ont fait don de prototypes d'armes et d'équipements dans l'espoir de recevoir des données vitales du monde réel pour les affiner. La préoccupation principale de l'Alliance est la Russie, qui devra probablement recourir davantage à son équipement et ses tactiques modernes. L'Ukraine sert de terrain d'essai parfait pour les capacités occidentales à l'avenir. De plus, l'Europe a commencé à adopter une position plus ferme en renforçant la souveraineté territoriale de l'Ukraine et ses ambitions de rejoindre l'OTAN. Un mouvement qui a en partie déclenché la guerre. Dans ce contexte, l'administration américaine jouera sans doute un rôle clé dans l'évolution du conflit durant l'année à venir. Durant ses 100 premiers jours en fonction, Trump a introduit des changements politiques radicaux qui pourraient transformer les relations géopolitiques mondiales. Cette incertitude pourrait être dangereuse pour la Russie et l'Ukraine, car prévoir l'issue de la guerre est presque impossible, vu la dépendance de l'Ukraine envers les dons de l'OTAN et les renseignements fournis par les États-Unis. Le fait que l'Ukraine utilise ses avions de chasse contre la Russie est un progrès considérable que la Russie n'a pas réalisé, donnant à l'Ukraine un levier supplémentaire pour réagir à l'agression russe continue. Mais attention, les F-16 et Mirage ne sont qu'une étape sur ce chemin. Il reste encore de nombreux obstacles à surmonter pour l'Ukraine. Selon vous, l'Ukraine profitera-t-elle des nouveaux F-16 et Mirage, ou la Russie intensifiera-t-elle un autre aspect de son agression ? N'hésitez pas à regarder la vidéo et à laisser vos commentaires sous celle-ci.